clair parce qu'il y a des entreprises qui ont cette activité depuis ce type d'organisation depuis très très longtemps et d'autres veulent se mettre là-dessus. Donc du coup, le table ronde qu'on a, il y a un témoignage d'entreprise et après on a deux personnes expertes qui vont être le yin et le yang. Voilà. Qu'est-ce que tu en sais? Bonjour, on va faire la même chose, vous parlez de moi, c'est pas le seul sujet qui m'intéresse. Parce qu'on a parlé de plein de trucs passionnants et tout, mais il se trouve que voilà, je vais parler de moi rapidement. J'ai toujours eu un vrai problème, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'extrêmement doué et d'extrêmement performant. Et toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé sont plantées. Alors, je me suis dit, ça ne peut pas venir de moi, étant donné mes grandes qualités, ma capacité à les mettre en œuvre, en mode important notamment. Vous avez fait ça? Ça vous laisser tout à l'heure. Et alors j'ai cherché, et on m'a dit, il y a une seule solution, c'est hyper simple, c'est pas la peine de se prendre la tête, l'explication tient en 1 minute, donc on va vous la présenter là. Voilà. Non, bah oui. C'est bon ça! Voilà! Fouad, tu veux pas la faire? Non, ouais, j'ai prévu 30 secondes d'intro, 1 minute de vidéo. Enfin, c'est un truc qui réinterroge la performance, qui fait que les choses ça marche, tout le monde est bien, tout le monde va bien. Eva. Alors, est-ce que tu as une bonne technique pour meubler quand il ne se passe rien, qu'il y a un gros bug? Alors, on refait. Julie. Alors, Edouard Hopper. Alors, une entreprise libérée, c'est quoi? Eh bien, c'est une entreprise où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise. Après tout, qui mieux que le salarié sait comment faire le travail du salarié? Partant de ce principe, existe les procédures, les contrôles, la surveillance et la hiérarchie qui les entretient. Les dirigeants et les managers n'ont plus rien d'autre à faire que de se mettre au service des salariés. Un peu comme un jardinier se met au service de ses plantes. Bon, évidemment, pour que cette absence de hiérarchie ne devienne pas l'anarchie au bout de 10 minutes, ça demande une vision d'entreprise éclatante, que chacun s'approprie, quelques règles de savoir-vivre, et aussi de la part du dirigeant un peu de travail sur son ego. Voilà ce qu'est une entreprise libérée. Alors maintenant, sachant qu'en plus d'être des références en termes d'épanouissement au travail, ces entreprises surperforment, et ça quel que soit le secteur d'activité ou le continent, forcément ça fait réfléchir. Mais là, c'est la fin. Voilà. Pas mal. On a fait ça hyper rapide avec Fouad et Julie. Donc, les entreprises superforment, c'est super simple, c'est le monde de demain, la révolution est en marche. Par contre, est-ce que c'est vrai? Julie, je te passe le micro pour que tu me démontres si oui ou non c'est le cas. J'en ai un, je sais pas si c'est tout ça, c'est bon. Donc justement, Guillaume, pour te permettre de mieux comprendre et de bien voir si l'entreprise libérée peut être performante, nous avons organisé un débat avec différents intervenants qui sont tous aussi tout autant passionnés et impliqués sur le sujet. Donc on a Pierre Rigido qui est présent ici, et donc qui est directeur général de l'entreprise Chronos, dont l'objectif principal est d'accompagner les hommes à réussir leur entreprise. Et il est accompagné de 2 de ses collaborateurs, donc Cécilia et Alicia. Ensuite, on a Denis Bismuth qui est présent, voilà. Denis Bismuth qui est directeur donc, de Métavision. Il est cabinet de consultant, il a un cabinet de consultant, excusez-moi, et il est expert en management. Il a écrit notamment un livre sur Attention Management. Et enfin, François Gueuse, qui est ici juste à côté de moi, qui est expert dans les domaines des stratégies RH et du contrôle de gestion RH. Donc voilà, je pense qu'avec tous ces intervenants, nous risquons d'avoir des points de vue différents et j'espère qu'on va rejoindre. Je passe la parole à Pierre qui va nous présenter justement donc, son entreprise en cours de libération. Bien. Bonjour. Ah, vous m'entendez? Oui. Bien.
Alors, le défi est de taille, on a dit Pierre, tu as 10 minutes, enfin, c'est chouette, il est ouf, il est là, on a dit tu as 10 minutes pour raconter ce qui se passe chez Chronos. C'est déjà une performance. Entreprise en voie de libération, Chronos, performance ou écu. Vous connaissez tous, j'espère, pour avoir lu, regardé ou reçu des mails en ce sens, les entreprises qui prônent un mode de management et une façon de fonctionner qui, apparemment, ramène beaucoup de cash à l'entreprise, aux salariés, etc. Donc est-ce qu'il y a un lien entre l'entreprise libérée et performance? Oui. Mais il y a aussi un lien entre entreprise non libérée et performance. Donc moi je ne suis pas venu vous vendre un rêve, une proposition, une méthode miracle, un système qui ferait qu'à partir de demain on va réussir tous ensemble la grande aventure de la performance, du cash, etc. Parce que finalement, tout ça, ça dépend un peu des contextes et des systèmes. L'entreprise que je dirige, moi, c'est une entreprise qui s'appelle Chronos. Donc je le fais avec Alicia et Cécilia qui sont là, qui sont salariés de Chronos. C'est important de le signaler parce que quand vous rencontrez les patrons qui sont dans cette démarche et qui viennent parler tout seuls, le risque c'est qu'ils soient un peu autoproclamés. Vous voyez, c'est comme les libérateurs, les grands dictateurs qui sont libérateurs dans leur pays, ils s'autoproclament et tout le monde est content. Donc là, si je dis une grosse connerie, elles sont là pour répondre et pour corriger. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire, une belle histoire, je vous raconte juste un cheminement qui nous amène à regarder aujourd'hui cette notion de performance dans un contexte très compliqué de façon différente. Chronos, c'est une entreprise qui a 28 ans, c'est une PME, j'insiste là-dessus, c'est très important. C'est une PME, c'est une petite entreprise qui n'avait pas vocation à se structurer et à devenir une forme de bureaucratie comme elle a pu l'être à un moment donné, malgré sa petite taille, avec des chefs, des sous-chefs, des organisations, des process, etc. On est une petite entreprise et quand on est une petite entreprise, on se doit d'être agile, d'être réactif. Pour autant, et je ne pense pas être la seule petite PME de France à vivre ça, on est parti dans un modèle d'expansion où on a pensé qu'en se structurant beaucoup, on allait répondre à un certain nombre d'enjeux pour notre marché, pour nos clients. Chronos, ce sont 20 salariés à peu près, d'accord? Donc c'est une entreprise qui a sa taille maximum atteint quasiment 40 salariés, qui aujourd'hui est en plus petite taille. Pourquoi? Parce qu'on est en train de transformer profondément l'entreprise et que dans cette transformation, il y a des départs, il y a des arrivées, il y a beaucoup de mouvements. Ça, c'est globalement la performance de Chronos au départ. La performance de Chronos au départ, la performance au écu, la performance elle est là. Dans une entreprise qui est structurée avec un comité de direction et avec une organisation centrée sur elle-même, la performance elle est liée à la productivité. La productivité, nous dans notre métier, on vend des jours hommes. Pour les gens qui sont consultants ici, ils se vendent à la journée. 220 jours de travail, vous vendez 220 jours, vous êtes le roi du pétrole. Quand vous avez 20 salariés, vous faites 20 fois 220, vous multipliez par votre prix jour, vous êtes le roi du pétrole. Ce que vous cherchez quand vous dirigez un cabinet, c'est à vendre le maximum de jours par an. Donc votre organisation et votre performance, c'est ça. Performance économique. Chez Chronos, il y avait un principe, c'est que la performance, c'était surtout centré sur les quotas. Les quotas, c'est-à-dire le nombre de jours que l'on vit. Puis la performance était aussi liée au fait qu'on vendait toujours la même chose, mais à des clients différents. Comme ça semblait nouveau, pour les clients qui ne connaissaient pas. Et c'était une façon de ne pas faire d'innovation et de ne pas investir dans la recherche. C'est le deuxième dessin qui est là. Moi, j'avais un patron qui me disait avant, Pierre, notre but, ce n'est surtout pas d'essuyer les plâtres. Sur l'offre, sur la R&D, etc., surtout ne pas essuyer les plâtres. Ce qu'il faut, absolument, c'est vendre à des entreprises qui ne nous connaissent pas les produits que l'on sait bien faire. Comme ça, pour elles, c'est nouveau, mais c'est très bien comme ça. Et on n'a pas de coût de développement et on n'a pas à s'emmerder avec ça. C'est pas idiot, hein, comme raisonnement. C'est pas idiot quand vous êtes porté par le 7% de croissance mondiale. Ça va, je parle assez fort. Troisième élément, Chronos, c'est un beau bateau. Chronos, historiquement, ça a toujours été un beau bateau. C'est une très très belle boîte, c'est une vraie entreprise. Mais on avait un patron qui disait, à juste titre, je pouvais le comprendre, c'était dans un contexte, c'était dans des circonstances, qui disait Chronos, Pierre, c'est un beau bateau, mais cette année, le bateau ne va pas prendre la mer. Parce que tu comprends, cette année, c'est un peu dangereux, on risque de faire ceci, on risque de là, et puis la crise, et puis machin, etc. Chronos, c'est un beau bateau, donc on ne va pas prendre la mer. Mais un beau bateau qui ne prend pas la mer, au bout d'un moment, c'est compliqué. Parce qu'il y a des marins qui sont venus pour vivre des aventures. Et quand ils ne vivent pas d'aventure, ils s'en vont. Et ceux qui restent, c'est que ce n'est pas des bons marins. Et puis, quatrième élément qui pouvait caractériser Chronos à la fin d'un système où il a fallu qu'on bouge parce que sinon on allait crever, et je ne peux pas le dire autrement, c'est que dans cette entreprise, une entreprise de consultants, c'est une entreprise de personnes auto-centrées, narcissiques, mégalo, auto-centrées. Un bon consultant, c'est ça. Il s'écoute parler, il se regarde, il pense qu'il détient la vérité.
Pardon? Et ils s'adorent, oui, bien sûr, il y a un problème narcissique. C'est ce que mon psy appelle l'inflation narcissique. Voilà. Donc un bon consultant vit dans l'inflation narcissique. Le problème de ça, c'est que quand vous managez des consultants, il faut respecter l'individualité de chacun, il faut respecter le truc de chacun, parce que ce sont des divas. Et c'est pas grave, parce qu'on ne peut pas demander à des consultants d'être très, très grands consultants chez leurs clients, et en même temps d'oublier ça quand ils rentrent dans l'entreprise. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tout ce système-là a fait que les personnes étaient très centrées sur leurs besoins personnels, et que la performance du collectif ne les intéressait pas. On était sur un mode de compétition, la performance individuelle. Moi, je réussis mon année avec mes clients, ça va. Donc moi, je récupère une entreprise comme ça il y a quelques années, il y a 3 ans et demi exactement. Quand je dis je récupère, j'en suis actionnaire minoritaire. Je n'ai pas racheté, mais j'ai mis de l'argent, oui. En management, voilà, on fait de la formation, du conseil en management. Voilà. Ah bah oui, hein, le cordonnier est le plus mal chaussé, c'est ça que tu veux dire. Ah si. Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, évidemment. Donc ça, c'est Chronos au moment où moi je reprends la barre, et je le sais parce que ça fait 4 ans que je suis dans la boîte et que je suis directeur pédagogique et qu'on me demande de ne pas essuyer les plâtres. Donc, voilà. Le problème de ça, c'est que le client, il circule à l'intérieur de nos process à nous. J'entendais dans le petit film là, avec lequel on a commencé, l'entreprise libérée, c'est une entreprise où il n'y a plus de process, machin, etc. Je sais pas. J'espère que si vous faites opérer du cœur un jour, les gens ils vont suivre un certain nombre de process, et je vous le souhaite, parce que sinon ça va être compliqué. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et ça dépend aussi de la complexité des tâches, des enjeux, du danger, etc. Pour autant, nous, dans nos métiers, il n'y avait pas forcément de complexité particulière. Et le fait est que les clients, ils avaient quand même un parcours à l'intérieur de l'entreprise qui était compliqué, scabreux, et centré sur nous, et notre rentabilité, l'optimisation de notre performance à nous. Performance ou étude, elle est là, elle est centrée sur nous, la performance, et peu sur le marché. Alors qu'est-ce que ça génère ça quand c'est la crise? Ça génère ça. Un beau bateau, mais qui a oublié que les plaques tectoniques et le changement de civilisation est en cours et qu'il y a des choses qui bougent beaucoup. Et la seule performance dont moi je peux venir témoigner aujourd'hui, qui n'est pas une performance économique, parce qu'aujourd'hui je parle sous témoin, on n'est pas dans la performance économique chez Chronos. En revanche, il y a une vraie performance qu'on est en train d'obtenir tous ensemble, c'est que ce bateau il a repris l'eau. Pas au sens il a pris l'eau, il a repris la mer. Ce bateau, il y a des marins qui sont dessus et qui prennent un pied fou à naviguer en ce moment et qui aiment beaucoup la prise de risque et tout ce qui se passe en ce moment. Pourquoi ça fonctionne? D'abord parce qu'on a gagné en vitesse. On a regagné en vitesse. Je vais vous expliquer comment on a fait juste après, mais le thème c'est performance ou étude. J'ai pas de performance économique. On a gagné en vitesse de travail entre nous, en vitesse qu'ils ont envie de faire de leur métier. Et ça, c'est fondamental. J'ai 3 indicateurs de performance. D'un point de vue économique pur, 3 indicateurs. Le premier, c'est l'indicateur d'amour de mes clients, le chiffre d'affaires. Vous pouvez retourner le truc dans tous les sens, chiffrer ceci, chiffrer cela. Si vous ne faites pas de chiffre, c'est que les gens ne vous aiment pas. Si vous n'avez pas de raison d'être sur votre marché, vous ne faites pas de chiffre. Si vous en avez une, vous faites du chiffre. Après, c'est de l'ajustement à la marge, mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Soit vous avez une raison d'être, soit vous n'en avez pas. Une question de positionnement, question de marketing. Deuxième indicateur, parce que nous, c'est très important, c'est la marge sur frais de perte. Donc c'est tout, on ne se passe pas d'autres questions. La troisième, c'est le BE, parce que là, comptablement, il faut rendre des comptes quand même à un conseil de surveillance, à des banques, etc. Avec 3 indicateurs, vous pilotez. La marge sur frais de perte. Parce que dans nos métiers, c'est le nerf de la guerre. Frais de perte, sur frais de personnel. La marge sur frais de personnel. Parce que dans nos métiers, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Marge moins frais, voilà, peu importe. Avec 3 indicateurs, ou alors je suis complètement fou, mais je crois qu'avec 3 indicateurs, j'arrive à piloter la boîte. Et j'ai pas besoin de 50 000 trucs qui me prennent la tête et des sommes d'intermédiaires de gestion, les tralali, les tralala. Évidemment, quand je vois mes banquiers, parce que de temps en temps on a besoin de les voir, je leur raconte une belle histoire, je mets ma cravate, je mets mon costume et je leur raconte pas tout ça. Je peux vous l'assurer, c'est vrai, j'ai vérifié, c'est peut-être pas ça, je leur raconte pas ça, entreprise libérée, tralali, tralala. Je leur donne ce qu'ils ont envie de voir. Quand je vois mes actionnaires, qui sont des gens très bien, pour autant j'essaye de leur donner, de parler un peu leur langage. Mais réellement, moi je gère que ça. Niveau d'activité, la marge sur frais de perte, parce que finalement c'est que ça, et puis ce qu'on sort comptablement pour pouvoir redistribuer, parce que si on gagne pas d'argent, comme dit notre ami Zobrist, l'argent c'est l'oxygène. Si vous n'en avez pas assez, vous êtes asphyxié, si vous en avez trop, vous êtes hyperventilé, vous voyez des étoiles partout, vous n'êtes plus réaliste. Et justement, ni trop peu, oui. Et je suis là, cette fois là. Et justement, alors comment tu as mis ça en place et quel est ton nouveau rôle dans l'organisation et celle de tes collaborateurs qui sont représentés ici? Alors, justement, je
J'allais dire comment je fais, moi, c'est super. C'est pas coordonné, je vous assure. Alors bon, l'idée ça a été de changer profondément le truc, parce que ce que je vous ai pas raconté, vous l'avez peut-être senti ou entendu, c'est qu'on est passé pas loin du radar, mais vraiment pas loin. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui mettent en place des styles de management et des modes de gouvernance très différents parce qu'ils ont ça en eux et parce qu'ils osent le faire. Moi je l'avais en moi, mais je n'osais pas le faire. Et je n'osais pas le faire parce que je me suis dit, quand j'ai pris la fonction de directeur général, il faut absolument que je sois un DG, comme je l'imaginais. Sauf que ça a tenu à peine un an et puis ça m'a lâché. Tu vas le faire comme tu le penses et puis tu verras bien, de toute façon, tu n'as plus rien à faire. Faire les choses différemment pour obtenir des résultats différents, c'est ce que nous disait notre ami Albert. Si vous continuez à faire toujours un peu plus la même chose, vous allez continuer à obtenir toujours un peu plus du même résultat. Si les résultats que vous obtenez ne sont pas bons, changez les éléments de l'équation. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Avant de vous raconter ça, il faut juste que je vous dise qui je suis en deux secondes, parce que ça guide tout. Moi, j'ai grandi dans Brassens, dans les chansons un peu... Voilà, j'ai grandi dans un environnement où, finalement, on m'a expliqué que ni Dieu ni maître, qu'on allait pendre les patrons avec les voyous des curés. Mon grand-père était communiste, assumé, famille d'instit, de prof, et un père espagnol qui a grandi sous la dictature franquiste. Il est arrivé en France à 27 ans, et quand on grandit sous la dictature franquiste, globalement, quand on s'en sort, il y a deux solutions. Soit on est franquiste, soit on est rebelle. Et très rebelle. Vous imaginez dans quelle mouvance on s'est situé dans la famille. Et mon père, il est arrivé en France avec un sac de sport, et il est reparti en Espagne avec un sac de sport 20 ans plus tard. Pas matérialiste, rien à foutre de l'argent, rien à foutre de rien. Donc quand vous grandissez dans un environnement comme ça, c'est un peu facile de partir dans ce mouvement-là. Mais ça, tu ne le savais pas, quoi, je te l'avais pas dit. Je dois tout à mes parents, et c'est vrai en plus, parce que le but, c'est d'être le plus authentique possible. Et pourquoi c'est important ça, et pourquoi j'en parle? Parce que finalement, tout ça, c'est une question de cohérence avec ce que l'on est. Les entreprises ou les patrons qui lancent ces mouvements d'entreprises libérées pour obtenir de la performance, parce que The Priest nous vend un 15% de cash flow tous les ans, c'est bien, mais ce n'est pas la bonne raison. Si vous le faites, c'est parce que vous avez une vision politique de l'entreprise. Parce que vous pensez que l'entreprise, elle ne sert pas forcément à servir les plus riches ou les plus puissants et à serrer, et puis on se dit, ah bah oui, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Quand on a la chance de diriger une boîte, on essaie de bouger les choses. Puis aller à GTAS, on verra bien ce qui se passe. En attendant, moi, si je me plante, je sais pourquoi je l'aurais fait. Alors, et ton modèle alors? Je sais que tu as refondu. Juste avant le modèle, bien sûr, le modèle dans 2 secondes. Concrètement, libérer l'entreprise chez Chronos, ça veut dire quoi? Là, il y a 4 choses qui sont libérées depuis un moment, et chacun y va à son rythme. Libérer, ça veut dire rendre aux gens les décisions qui leur appartiennent, sur lesquelles je n'ai aucune valeur ajoutée, et qui en plus me font chier. Dit autrement, manager, spontanément, moi ça m'emmerde. Ça m'ennuie profondément, vraiment. J'ai essayé de le faire, je le fais mal, donc j'ai arrêté. Le premier des trucs, c'est que j'ai proposé aux consultants qu'ils se gèrent eux-mêmes et qu'ils organisent leur vie eux-mêmes. Mes fameux quotas, ma fameuse productivité, c'est eux qui décident. Ils s'organisent comme ils veulent. Le deuxième élément que j'ai lâché, c'est la rémunération variable. Je suis prêt à parler des rémunérations fixes, mais tout le monde n'est pas encore prêt, alors que c'est le sujet sacralisé. Voilà. Mais on va y aller, et on va y aller parce qu'il n'y a pas de problème, et parce que là où il y a des doutes, c'est pas possible de fonctionner. Rémunération variable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais proposé à chacun d'écrire le système qui les motiverait. Parce que ce qui te motive toi et ce qui te motive toi, c'est pas la même chose. Vous n'avez pas le même rapport à l'argent. Le but après, c'est de vérifier que l'ambition et le curseur est suffisamment haut pour pousser l'entreprise. Mais ce qui correspond à chacun, ça leur appartient. Et c'est à eux de savoir ce qu'ils ont envie et sur quoi ils ont envie de se battre. Troisième élément que j'ai lâché, sur les congés. Ils ne croient toujours pas, ou certains commencent à écouter et à savourer le truc. Et je leur ai proposé qu'ils prennent autant de congés qu'ils veulent et quand ils le veulent. Sans contrôle. Parce que je considère que c'est un métier très exigeant, le métier de consultant. Alors, je ne dis pas que d'autres ne sont pas exigeants, mais il faut une hygiène de vie, il faut une hygiène émotionnelle, il faut une hygiène intellectuelle qui nécessite qu'on soit bien dans ses pompes, qu'on soit reposé, qu'on soit concentré, qu'on se sente bien. Je confirme, c'est vrai. Donc, faites-le comme vous en avez envie. Le but, c'est que ça fonctionne. Le but, c'est que chez les clients, ça marche. Le but, c'est que les clients soient heureux. Et si vous avez besoin de prendre des congés, vous les prenez. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir quand. Et je considère que les gens vont être capables de se parler entre eux et de pouvoir réguler. Et quand il y en a un qui va déconner, eh bien, on va se le dire. Le fait est que depuis que ça s'est en place, il n'y a personne qui déconne. Oui, bien sûr. De moins en moins. C'est un truc de fou, ça. Mais c'est une vision politique du rapport au travail. De moins en moins.
Alors si on va s'arrêter tous en juillet. Juste une anecdote par rapport à ça. Bon bref, moi je vous la raconte pas, j'ai pas le temps. L'entreprise libérée, globalement, au début, quand j'ai lâché ça, ça a fait à peu près ça, cette image-là. Vous voyez? Dans cette image, vous voyez quoi? Vous voyez un truc un peu beau, avec de la couleur, voilà. Mais en même temps, vous voyez aussi un beau bordel. Parce que dans les premières semaines, les premiers mois, ça a été un beau bordel. Parce que moi, je prenais plus de décisions pour eux, et eux, ils n'avaient pas compris que j'étais vraiment déterminé à le faire. Donc ils attendaient que je prenne des décisions. Et on a failli louper quelques gros trucs quand même, d'un point de vue commercial, entre autres à cause de ça. Et un certain nombre de consultants, un jour, ont un peu pété les plombs et m'ont dit Pierre, c'est pas possible, on n'en peut plus, nous on veut un chef, on n'en peut plus. Et j'aurais dit non, je veux pas, c'est hors de question, je ne serai plus chef. Ça me fait chier, ça me gonfle. J'aurais dit en revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est une organisation qui permette de pallier à votre besoin de sécurité. Et donc, et si on essayait un truc, bah, normalement, mon il est plus loin. Si on essayait un truc. Alors moi j'ai de la chance, c'est que j'ai fait des études en stratégie et management des organisations, j'ai fait un 2A, puis j'ai commencé une thèse en sciences de gestion, ce qui fait que je me suis intéressé un peu au modèle d'organisation, et j'ai trouvé ça très passionnant. Et je me suis dit, bah voilà, c'est à ça que ça t'a servi mon garçon, à faire de la théorie des organisations à l'IEJ, c'est à réfléchir à l'organisation que tu vas mettre en place. Et donc, je suis allé chercher des modèles d'organisation qui sont libérants, qui permettent aux entreprises de fonctionner différemment. Donc tu fonctionnes en cercle, c'est ça? De manière, lorsque le timing passe, les 2-3 points majeurs que tu as changé, que tu as mis en place. L'holacratie, ouais. Avec un mode de gouvernance sociocratique. C'est-à-dire que c'est eux qui décident. Ça, c'est beau, ça. Je vous invite à aller lire Sociocratie. Ça, c'est super intéressant. Le pouvoir au collectif. Globalement... Non, c'est faux, mais je les ai payés à mon globalement, il y a des turbines de l'entreprise, la gestion, l'offre, le développement et la direction. Maintenant, il n'y a plus de direction en tant que telle, il y a des cercles, cercles de gestion, cercles d'offre, cercles de ceci, cercles de cela. Tous les salariés sont dans des cercles, ils sont à équidistance du centre du cercle, c'est pour ça que ce sont des cercles. Ils sont tous égaux et ils prennent des décisions. Quand vous êtes membre d'un cercle, vous prenez des décisions de ce cercle et vous êtes redevable. Pardon? Encore. Pas encore. Mais je suis prêt, et ils le savent. Eux, pas encore. Bonjour, moi déjà je suis pas consultante, je suis à un poste administratif, donc je suis au bureau toute la semaine, moi je bouge jamais, et avant on m'écoutait pas. En gros c'est ça, donc le cercle à mon poste me permet de dire ce que je pense, de pointer du doigt ce qui me tracassait au quotidien, ce que je voyais. Ça n'a pas été beau, tout au début, on n'ose pas forcément dire ce qu'on pense, parce que forcément on n'a jamais été habitué à prendre cette place-là et à ce qu'on nous écoute en fait. Donc c'est un petit peu particulier, et puis on se connaît parce qu'on travaille ensemble, et puis d'un coup finalement on a peur de se dire les choses, et on est moins à l'aise, alors que finalement moi ça faisait déjà 3-4 ans que j'étais là quoi. Donc c'était assez particulier, et à la fois c'est libérateur dans le sens où à mon poste j'avais des choses à dire, j'avais des choses à montrer. Je n'étais pas forcément du métier, ou je ne me connaissais pas forcément, je ne disais pas forcément tout ce que les consultants pouvaient faire, mais je peux avoir des idées quoi. Et avant, on ne m'écoutait pas, et puis je ne m'exprimais pas, hein, j'avoue. On me disait tu fais ça, je le faisais, je rentrais chez moi, ça me paraissait tout à fait correct. C'était ce que je recherchais. J'ai bien un poste vraiment basique. Maintenant, c'est pas facile tous les jours, il y a un apprentissage à faire entre salariés, on apprend à se redécouvrir, à retravailler ensemble, parce qu'en fait, on a beau se connaître, on doit trouver un mode de fonctionnement, faut écouter ce que tout le monde a à dire, mais il faut aussi ne pas se laisser faire, parce qu'entre guillemets, on est un poste administratif et que nous, on a peut-être fait moins d'études, voilà, on est encore dans un modèle où on est en apprentissage, on est en train de s'éduquer. Et ça se met pas en place du jour au lendemain. Aujourd'hui, moi, je suis dans un des cercles qui est particulier parce que c'est sur l'offre qu'on propose à nos clients. Moi, je suis pas issue de management, mais si j'ai une idée, je vais la dire. Qu'elle soit bonne ou pas, de toute façon, j'ai quoi à perdre, à peu près rien. Et puis après, c'est de la discussion. Ça se met pas en place tout de suite, on y réfléchit plusieurs fois, mais toutes les semaines, on se voit. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures, ça peut être plus, mais dans le but de faire avancer les choses. Et j'ai trouvé une place où
je peux m'exprimer sur ce qu'on me demande, même si j'y étais pas forcément invitée à faire parce que c'était pas mon domaine de compétences. Et je dirais que le plus important dans ce modèle-là, et ce qui a le plus changé pour moi, c'est que je redécouvre en fait mes collaborateurs, ceux avec qui je travaille. Il y a un lien qui est en train de changer totalement. Même au bout de 4 ans, on se réapprend. Que du positif finalement. Pas que du positif. Enfin, beaucoup de positif et. Pas du tout. En fait, je pense que ça dépend de personnalité déjà. On y adhère, on n'y adhère pas. D'accord. On est prêt à changer ou on n'est pas prêt à changer. C'est pas facile du jour au lendemain. Moi, je me souviens d'une anecdote où à un moment j'ai dû prendre une décision et je me suis dit, ça va pas du tout plaire ce que je vais décider. Et je suis allée voir Pierre et il m'a dit, toi qui décides. J'étais pas super à l'aise parce qu'on m'a jamais demandé de prendre une décision. J'ai eu même besoin d'aller en parler à tout le monde. Je fais quoi? Et pas encore. Pas encore. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, je fais plus de choses qu'avant, plus parce qu'on a réorganisé le travail et je me sens plus impliquée dans mon entreprise. Plus impliqué, plus d'engagement. C'est ce que vous disiez, ce que tu disais tout à l'heure, Pierre. On va revenir, Alice, on va switcher sur la deuxième partie du débat. Bien sûr que tout le monde aura la parole aujourd'hui. On a déjà débordé. Merci Pierre pour la présentation que tu nous as faite. Merci pour la présentation et les détails. Je pense qu'on a bien, vous situez bien maintenant en Chronos. Maintenant, on va donner la parole à partir de ce qu'on a dit et de ce qu'il existe à l'heure actuelle à deux intervenants de haut vol, donc Denis Bismuth et François Guez. Alors, je vais vous poser. Peut-être commencer par Denis. Denis, qu'est-ce que vous. Denis, en tant qu'expert en management, le regard de Chronos, c'est celui que vous entendez de manière générale sur les entreprises libérées, effet de mode, effet opportuniste, du performance durable. C'est plus compliqué que ça à mon avis. On pourrait intituler cette histoire-là le retour du sujet. Si je regarde l'entreprise depuis 150 ou 200 ans, je m'aperçois d'une chose. On s'aperçoit que la société industrielle, l'industrialisation de la société, s'est fondée sur un modèle que vous connaissez tous, le modèle taylorien, qui a comme particularité de séparer le sujet, l'acteur, de son activité. C'est-à-dire que ce qu'a cherché à faire le modèle taylorien, et ça avait du sens, ça a permis de faire des gains de productivité énormes, c'est d'essayer de contrôler l'activité avec des processus, avec des choses comme ça, et dire, au fond, l'acteur, c'est une variable assez gênante, donc on va essayer de l'éliminer. Plus on fera un processus clair et précis et détaillé, plus on pourra mettre en face n'importe quel acteur. Et ce qui était nécessaire à l'époque de Taylor, dans la mesure où ce qu'on avait sur le marché du travail pour faire fonctionner les usines, c'était les paysans qui n'avaient pas forcément non plus envie de s'engager, qui n'avaient pas très envie de travailler, qui venaient parce qu'il fallait qu'ils bouffent, et donc on ne pouvait pas compter sur l'engagement des acteurs. Et en plus de ça, il était nécessaire de se centrer sur le processus et donc d'avoir des procédures de travail assez claires, parce que c'était le seul moyen de normaliser et de massifier les productions. Le travail qu'a fait Taylor, ça a permis un gain de productivité énorme, notamment ce qu'il racontait, je sais si vous avez vu ça, il a commencé à travailler en bâtiment, rien qu'en mettant en norme les normes de fabrication du bâtiment, il faisait des gains de productivité de 40%. À l'époque, Taylor, c'est comme l'entreprise libérée. Non, génial, formidable, on fait des gains de productivité. Donc, le fondement de l'entreprise taylorienne, c'est ça. C'est je me centre sur le process, je me sépare de l'acteur, et donc cette façon de faire me permet d'éliminer la variable humaine. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien, tant qu'on est dans un processus, tant qu'on est dans la production de masse à long terme, avec peu de changements. À la fin de la société industrielle, on s'est trouvé dans une situation où on faisait beaucoup moins de production de masse. Vous savez, par exemple, pour certains modèles de voitures, vous avez 1000 variantes possibles de chaque voiture. Pas la même couleur, pas la même production, etc. On a fini avec la Ford T où il y avait un seul modèle et tout le monde s'en servait. Maintenant, on a quasiment autant de modèles de voitures qu'il y a d'individus. Donc,
on rentre dans un phénomène, dans une société où les choses sont à la fois beaucoup plus complexes, beaucoup plus incertaines et beaucoup plus difficiles à gérer d'une manière massifiée. C'est pour ça que chez Chronos, c'est peut-être très adapté. Oui, c'est un écosystème. Et donc, on n'a pas le choix, si on veut mettre en face d'une société complexe et incertaine un mode de production, que de revenir à l'engagement de l'acteur. Ce qui, à l'époque, était une variable éliminée, c'est-à-dire l'acteur en tant que tel, devient maintenant une solution. La solution, maintenant, c'est l'engagement de l'acteur. C'est pour ça que je parle du retour de l'acteur. L'entreprise libérée, ce qui m'intéresse dans le phénomène de l'entreprise libérée, c'est pas tellement de savoir si c'est bien ou pas bien. J'ai l'impression que c'est bien, mais ça c'est purement intuitif quand je rencontre des chefs d'entreprise. Mais ce que je me dis, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se met à parler de ce truc-là. Ce phénomène de mode, il nous dit quoi? Et ce qu'il nous dit, c'est qu'on ne peut plus, dans une société comme la nôtre, fonctionner sur un mode de production qui correspondait à une autre société, qui était la société industrielle. Donc on pourrait dire tout simplement, enfin moi c'est mon avis sur la question, que le modèle entreprise libérée, c'est une des phases d'adaptation du système capitaliste à ces modes de production. Et c'est très bien. Les gains de productivité, on les fait maintenant, non plus en éliminant l'acteur, mais en réintroduisant. La logique taylorienne qui consistait à séparer l'acteur de l'activité, c'est une logique qui a fait son temps. Ça a servi à quelque chose, c'était utile. Maintenant, ça devient un frein. Comme toutes les logiques, elle a une limite et elle a une fin. Maintenant, le retour de l'acteur sur le mode d'entreprise libérée, c'est une manière de retrouver de la productivité. Et c'est de toute façon, le principe de base de l'entreprise libérée, c'est de dire quoi? C'est de dire, face à la complexité, je ne peux pas me passer de l'autonomie de l'acteur. C'est pas possible. Parce que justement, c'est à lui en permanence à prendre en charge la régulation de son comportement. Je ne peux pas obtenir l'engagement de l'acteur s'il n'est pas engagé dans l'identité, s'il n'est pas partant dans le système. Et justement, au lieu de contrôler l'activité comme du temps du terrorisme, on va contrôler l'identité. C'est-à-dire que la particularité d'entreprise libérée, c'est ça, c'est de dire ce sur quoi on a à mettre la pression, c'est sur le partage identitaire. C'est pour ça que le grand principe de l'entreprise libérée, c'est de dire vous faites comme vous voulez, c'est vous qui mettez en place le processus, mais vous partagez le cadre. Et justement, donc, ce retour au sujet, ce retour à l'identité, François Goetz, vous qui connaissez bien le sujet, qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste RH? Alors, le bon, la brute, non. Non, parce qu'en prime, vous avez compris que Denis et moi, on se connaît maintenant depuis quelques temps, et on s'estime pour les positions de nous les uns les autres. Voilà. Je ne suis pas nécessairement un grand fan de l'entreprise libérée. Le terme est faible. La seule chose, c'est que je suis plutôt même classé dans les opposants. Alors certains m'ont dit soudards. En l'occurrence, et c'est une vision, je m'en excuserai, à la fois parcellaire et vous m'en excuserez aussi caricaturale que le petit film d'une minute qu'on a vu au départ. Cette entreprise, tout le monde sait, tout le monde partage le même. Ouais, ça va, c'est bon. On va arrêter de jouer au pays du bisounours. Il n'empêche que, d'une certaine façon, quand on commence à parler d'entreprise libérée, il y a une première erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Et je pense que Denis nous a permis de voir certains éléments où, derrière les problématiques liées à l'économie de la variété, eh bien, on ne peut pas considérer qu'il y a un type d'entreprise et que l'entreprise libérée peut s'appliquer partout. C'est pas vrai. Il y a des entreprises pour lesquelles ce modèle d'organisation peut être intéressant, et il y en a d'autres pour lesquelles il est complètement inadapté. Maintenant, et c'est un petit peu la question que vous posiez tout à l'heure de manière un petit peu ironique, et sur lequel Pierre a répondu, bah oui, c'est généralement les cordonniers les plus mal chaussés. La vraie question pour tout un ensemble de petites entreprises, de PME, PMI, c'est pas nécessairement d'aller sur l'entreprise libérée, c'est d'éviter d'aller dans l'entreprise bureaucratique. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de faire, c'est aussi de remettre de la souplesse et de remettre et de quitter des oripeaux bureaucratiques qui n'ont pas lieu d'être dans une entreprise de cette taille-là. Maintenant, l'entreprise libérée dans l'entreprise de grande taille ou
je dirais, industriel, de process, etc., je n'y crois personnellement pas. Je n'y crois pas pour tout un ensemble d'éléments. Et derrière cela, eh bien, on va retrouver des comportements et des modes de fonctionnement de l'économie qui ne sont pas applicables. Tu disais tout à l'heure, David, mais il faut que j'en parle avec mon banquier. Sauf que ton banquier, tu ne vois pas tous les jours. Quand vous êtes dans la grande entreprise, le banquier il est là tous les jours à la porte. Il y a tout un ensemble de processus et tout un contexte qui s'applique aux entreprises qui font que cette libération est extrêmement compliquée. Ça, c'est le premier. Maintenant, revenons à ta question sur l'identité. La question sur l'identité, ça revient à dire, mais globalement, est-ce que l'entreprise libérée, est-ce que le modèle de libération d'entreprise, c'est pour toutes les entreprises? Clairement non. Mais aussi dans les entreprises, est-ce que c'est pour tous les collaborateurs? Clairement non. Il y a tout un ensemble de collaborateurs qui n'ont pas envie d'être libérés. Ça, c'est le premier point. Il y en a tout un ensemble qui se contentent et qui sont très bien dans un mode de fonctionnement classique, on leur dit ce qu'il y a à faire. Justement parce qu'en matière d'engagement, de toute façon, je suis payé pour ça, je fais pour ça. C'est ce que je ne vais pas aller au-delà. C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec finalement. La logique voilà, derrière la logique de l'engagement, c'est la vraie logique de rétribution-contribution. À quoi je contribue et comment je suis rétribué. Bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, eh bien, j'ai envie de dire, on est dans cette logique d'identité qui peut parfois être quelque peu perturbée. Je m'explique. Quand on travaille au sein d'un cercle, eh bien, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, en l'occurrence, au sein du cercle, tout le monde contrôle tout le monde. Attendez, une entreprise libérée, même si on supprime la ligne managériale, ça ne veut pas dire qu'on a supprimé le management. Si on a supprimé les contrôleurs, ça ne veut pas dire qu'on a supprimé le contrôle. Ça s'effectue bien. Sauf que globalement, eh bien, tout le monde n'est pas à même que de supporter le regard permanent des autres sur le travail qui est fait. Et j'aime bien la manière dont aborde Pierre l'entreprise libérée, parce qu'on n'en est pas là. Pour moi, tu n'es pas une entreprise libérée. En voie de libération. C'est en voie de libération. Mais même à la fin, ce ne sera pas une entreprise libérée au sens de la mode qui est porté sur le fait que l'entreprise libérée, c'est un business model, en fait. Un business model où on va supprimer les lignes hiérarchiques intermédiaires et les fonctions support pour financer de l'innovation derrière. Et c'est ça. Et en fait, derrière tout cela, on retrouve un vrai problème de fond. C'est que quand on est dans cette logique-là d'entreprise libérée qui repose sur ce business model-là, on continue d'avoir une logique de vision de la performance qui est une performance purement économique et qui est ni sociale, ni sociétale, ni organisationnelle, ni quoi que ce soit. Rentrer dans une véritable logique de libération de l'entreprise, ça sous-entend remettre en question en permanence la logique de performance de l'entreprise. C'est quoi? Si on reste avec la simple logique de performance économique, comme le font tout un ensemble d'entreprises, on reste avec une logique que moi j'appelle de social washing. C'est-à-dire qu'on fait bien, on a affiché qu'on était une entreprise libérée du Qaïda, tout va bien, on sait, mais dans les faits, on n'a rien changé. On n'a pas vraiment partagé. Et c'est là où vous rejoignez finalement, dans le sens où. Mais en fait, on est tous les, je pense qu'on est tous les trois d'accord. C'est là où vous rejoignez, sur le sens où, Pierre, tu ne voulais pas la performance 100% économique. Et je pense que c'est un point sur lequel nous sommes tous les trois d'accord, c'est qu'il y a la nécessité absolue de repenser les modèles de management. Il y a la nécessité absolue de mettre, alors, ce sont des termes, mais les collègues ont d'autres termes, de remettre de la régulation, là où on a mis du contrôle en permanence partout sur tous les process. Remettre de la régulation, c'est redonner certaines responsabilités au bon niveau de décision. Est-ce qu'on a besoin pour cela que de dire, oui, on va supprimer les lignes hiérarchiques intermédiaires, vous avez entendu mon chef de bébé au Liban, est-ce qu'on a besoin de supprimer les fonctions de support? Loin de là. D'ailleurs, c'est absolument pas ce qu'on fait. Il faut avoir une vision beaucoup plus raisonnable de la chose. Il y a, alors certains disent qu'on avance en expérimentant, moi je dis qu'il faut d'abord regarder un petit peu où on va avant d'expérimenter. Je crois que c'est notre seule différence. Justement, Denis, un regard sur le propos de François. Moi, ce que j'ajouterais, c'est un peu en complément de ce que tu disais, c'est que
il y a le concept officiel et standard de l'entreprise libérée qui est commercialisé par des commerçants avec lesquels, bien sûr, par rapport auxquels je ne me reconnais pas du tout. Et moi, je pense qu'on devrait beaucoup mieux parler d'entreprendre libéré. Parce que ce que cherche à faire ce mode de management, c'est à libérer la capacité d'entreprendre des acteurs. Donc, ce n'est pas l'entreprise institution que je libère, je libère avec le drapeau qui va libérer son entreprise, moi ça libère un peu. C'est comment je peux créer les conditions pour que la capacité d'entreprendre des individus soit disponible. C'est juste ça l'histoire d'entreprise libérée. C'est comment je m'organise pour que les processus de contrôle. Le problème d'une entreprise classique taylorienne telle qu'on la voit dans l'industrie, c'est que les boucles de régulation et les boucles de contrôle sont très longues. Entre le moment où l'acteur de base dit je voudrais changer ça, tout le circuit est tel que ça lui revient, ou ça ne lui revient pas, ou ça lui revient d'une manière organisée selon des critères financiers et économiques, autrement dit, c'est pas du tout son besoin. C'est ça le problème, c'est que les boucles de régulation, de contrôle et de décision sont tellement longues que l'acteur ne peut pas développer ce que les Anglais appellent l'empowerment. Je ne connais pas le mot français, mais je trouve que ça serait bien. L'idée est là, c'est ce que certains appellent l'entreprise capacitante. Moi, c'est un peu le terme que je choisirais. C'est comment je rends capable, puissant, l'acteur dans son champ de compétences, là où lui doit agir. Le reste, c'est du détail. Pour moi, c'est pas l'entreprise qu'on libère, c'est l'entreprise. Justement, le regard d'Alice, c'est intéressant parce que je crois que vous avez rejoint Alice, pardon. Il y a Chronos il y a quelques temps, donc nouvelle entreprise, nouvelle organisation. Après ce que vous avez entendu, quel est votre ressenti? Moi, je viens à la base des agences de publicité, pas du tout du monde de consultant. Je suis chef de projet web. Je suis chef de projet web et à la base, je bossais avant dans des agences de pub. Donc, au niveau organisationnel, pas du tout la même chose. C'était le business avant tout et beaucoup de contrôle, beaucoup d'évaluation à tous les étages. Donc, c'est sûr que quand je suis arrivée dans cette boîte, j'ai, en tout cas, Pierre, trouvé très humaine dès le début et je pense que c'était aussi une des conditions de ma venue. Je me suis dit, déjà, l'entreprise libérée, quand on a un autre âge, c'est limite naturel en fait. On a envie de travailler comme ça dès le début. Moi, je suis quelqu'un qui aime ma liberté. J'ai besoin qu'on me fasse confiance, j'ai besoin d'avoir confiance aussi en mon patron et en mes collaborateurs. Et sans ça, ce serait impossible. Je pense qu'on dirait tous oui, la boum, mais on n'irait pas dans ce sens-là. Je pense que la vraie base là-dessus, c'est la confiance et c'est l'engagement de chacun. Je sais que dans certaines boîtes, il y en a qui n'ont pas du tout envie d'avoir plus de responsabilités, de monter en compétences. Ça dépend des personnalités de chacun et de l'engagement dans la boîte de chacun. Alors, merci beaucoup pour ce retour. Alors, le temps passe vite. Alors, je vais vous demander un petit exercice très court. C'est les règles à suivre pour poursuivre la bonne libération. Alors, un mot chacun, les règles à suivre et à ne pas suivre pour pouvoir enchaîner sur la suite. Alors, je vais commencer par... J'ai le droit. Substituer contrôle régulation. Moi, si je disais quelque chose, je dirais par rapport au management, je reprendrais ce qu'on a dans les traditionnels, on appelle les 3 P. C'est-à-dire que la puissance de l'acteur est liée à la protection qu'il reçoit et à la permission qu'on lui donne. Ça, pour moi, c'est fondamental. Si je veux que quelqu'un devienne puissant, il faut qu'il se sente protégé et qu'il soit autorisé à faire les choses. C'est vraiment ça. Pour que ça fonctionne, moi je resterai sur la collaboration, la confiance. Déjà, il y a ça. Je garde la confiance aussi, j'ajoute la reconnaissance et la communication. Pardon ? Non, enfin, il faut quand même avoir une vision un peu différente de ce que c'est que l'entreprise, parce que sinon, voilà, c'est clair. Il ne faut pas avoir trop le goût du risque quand même, parce que ça dérape quand même pas mal, parfois, c'est pas grave. Voilà,
donc faut penser différemment, parce que on est quand même, on en parlait tout à l'heure, mais tout est fait pour aller dans un sens bien précis quand même. Tsipras aujourd'hui est en train de se vendre les doigts, il a pris Mariol qui a changé le monde, en train de dire que voilà, c'est pas si simple. Donc vous pouvez toujours porter un regard critique sur l'entreprise libérée, mais faut y aller, il faut rentrer dedans, il faut y aller, il faut prendre les rênes, il faut lâcher, puis après on en parle. Voilà. Plutôt que d'en parler, il faut vivre le truc. Merci à l'ensemble des intervenants de votre présence et de nous avoir éclairé sur le sujet. Et du coup, je me tourne vers toi, Guillaume. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Est-ce que tu... Voilà. Vous me demandez ce que j'en pense. Hein. Eh bien, je trouve que c'est une vaste mystère. Vas-y. Pause. Non. Je dis, j'en pense que c'est une vaste mystère. Non, pas du tout. Non, il y a un petit peu de ça. J'ai entendu beaucoup de choses qui tournaient autour de l'effet de mode. Et en fait, la question qui n'est pas claire dans ma tête, mais je vais y répondre, et on passera une fois aussi, c'est de quoi l'entreprise est libérée. Je n'ai pas bien compris quel carcan elle était. Oui, ça c'est la deuxième question. Est-ce qu'on entreprend les entrepreneurs, est-ce qu'on libère les entrepreneurs? J'ai beaucoup aimé Pierre qui finalement c'est la solution parfaite pour le manager paresseux. C'est ce que je disais. Ouais, t'es pas manager. On me dit ce que tu fous de tes journées. Pierre. On me dit ce que tu fous de tes journées. Il est en congé. Il est en congé. C'est mis en congé. Ça c'est le premier point. Ensuite, il y a des questions sur le statut de l'individu. J'entendais là-dessus. C'est-à-dire, on dit, et c'est le grand problème du partage du pouvoir, pour accepter le pouvoir, il faut être capable d'accepter toutes les règles du jeu, d'intérioriser les choses, et il y a un risque de dissolution d'un individu. Bon, tout ça. Ceci dit, pour reprendre l'introduction, pour un génie absolu du management du business, moi je pense que ça peut être pas mal, notamment le côté paresseux, donc j'aime bien l'idée, je vais y travailler. Merci à vous d'avoir consacré un peu de temps à me trouver des réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors moi j'ai bien aimé ce que vous évoquiez. Alors je n'ai pas de doute sur la nécessité de cette étape-là, cette étape de réimplication des collaborateurs. Mais là où moi je rajoute quand même, pas sur tous les acteurs, mais on est quand même dans une mutation formidable, et dans les grosses entreprises où le mid-management n'est plus forcément rentable. Je trouve que l'entreprise libérée peut être également un prétexte à se séparer de pas mal. Voilà. Donc, c'est vraiment le... C'est la crise de l'organisation du capitalisme dont je parlais. Alors, moi, si je peux vous donner une lecture. Tout d'abord, pour répondre à ta question, je crois que le terme d'entreprise, et on en discutait tout à l'heure, le terme d'entreprise libérée, c'est une connerie. Point. Bah, ça, c'est le premier point. C'est clair, c'est net, ça ne veut rien dire. Je préfère de loin le terme qu'utilise Denis, qui est celle de l'entreprise capacitante. Celle-là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est peut-être moins vendeur, mais au moins il n'y a pas de mensonge. Oui, mais au moins il n'y a pas de mensonge. C'est déjà un premier. Il n'y a pas de mensonge au film Bisounours, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, on essaye de faire du social washing, où en fait on essaye de dire qu'il faut qu'on développe un management responsable et pas tacoufin, etc. On va se passer en entreprise libérée. Bien entendu, on en profite pour faire un plan de dégraissage de ligne hiérarchique intermédiaire. Puis globalement, bah oui, mais c'est mieux parce qu'on va dire, mais vous savez, c'est pour améliorer la qualité de vie au travail, gros de moins le courage de dire, on fait un plan social. C'est un manque total de courage. Maintenant, vous avez dit des termes qui sont extrêmement intéressants, qui sont ceux, mais à quoi, entre guillemets, cet encadrement intermédiaire dont on ne sait plus très bien à quoi il sert. Et je pense qu'au cours de ces dernières décennies, on a assisté à un véritable appauvrissement de la fonction managériale. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un manager? C'est quelqu'un qui prévoit, qui décide, qui organise, qui mobilise, qui évalue. Je caricature. Vous voyez, vous avez la manière d'éviter
d'acheter tout un ensemble de bouquins sur le management. Vous prenez ces 5 termes-là, toutes les actions sont incluses à l'intérieur. Mais j'y arrive tout de suite. Et au cours de ces dernières années, aujourd'hui, la ligne hiérarchique intermédiaire, elle n'est plus sur la prévision. Elle n'est plus sur la prise de décision parce que tout est monté à des centres de décision qui leur échappent. Elle est à peine sur l'organisation. Enfin, quand on se retourne vers l'organisation, on en parlait tout à l'heure, c'est bon alors ça va, t'as compris tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de vague, hein, voilà. C'est de la mobilisation. Ça, c'est ce que moi j'appelle le manager claquette. Yukaïda, vous allez voir, mon gars, tous ensemble vers le progrès. Bon, au bout d'un moment, les collaborateurs savent que c'est complètement pipeau, on arrête. Et puis, ils sont sur l'évaluation. Sous-entendu, c'est ce qu'on appelle de temps en temps de manière caricaturale le manager Excel. C'est-à-dire celui qui remplit le tableau de bord et qui vient me casser. Oui, parce que globalement, vous n'avez pas tenu tel machin. Si on veut véritablement changer les choses, redonnons aux managers les responsabilités qui font leur métier. Prévision, décision, organisation, etc. Et sous-entendu, qu'est-ce que vous faites au travers de la mise en place d'une sociocratie? Eh bien, on est sur des logiques où, d'une certaine façon, on fait se réapproprier, pas nécessairement sur une ligne managériale, parce que là, on est sur une entreprise de trop petite taille pour cela, mais au moins qu'on se réapproprie tout un ensemble de tâches, de fonctions que l'on a fait et que l'on fait de plus en plus mal, parce qu'on a préféré le contrôle à tout processus de régulation. Et comme vous disiez tout à l'heure, que vous conserviez le terme de confiance, c'est parce que d'une certaine façon, on préfère faire confiance à un processus technologique et informatique dans lequel il vous faire blanc, noir, etc. Et puis plutôt que de faire confiance aux hommes et aux femmes qui constituent la ligne hiérarchique. Le responsable qui se refuse à l'entreprise IBS, c'est-à-dire que déjà, on lui a pas demandé si vous voulez expliquer. On le vire immédiatement. Mais demain, il est tu peux prendre tes décisions. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Oui, juste, j'ai une toute petite anecdote là-dessus, si je peux. Je peux la petite anecdote, c'est voilà. J'ai une anecdote, j'ai sa sœur qui travaille dans l'entreprise vient me voir un jour et elle me dit, moi je suis à mi-temps, je suis chanteuse de jazz, je pense que c'est pas, ou alors elle a dû me raconter. Elle me dit, tu me fais chier avec ton entreprise comme ça, je suis pas venu pour prendre des décisions. Je suis venu pour exécuter une tâche, ce métier-là, j'ai pas envie de le transcender, voilà. Donc, gros blanc. Je lui dis, ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Je vais rester là parce qu'après, je suis pas retrouvé. Merci.